Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Actu Plus, une nouvelle formule. Ici Christian Péloquin. Je suis en compagnie d'une co-animatrice, Lydia Blouin. Bonjour Lydia. Bonjour Christian. T'en as à tes débuts en télévision. Jusque-là, tout va bien? Oui, ça va bien. Un peu stressé, mais ça va bien. En journalisme aussi, hein? Je pense que t'as-tu une formation? T'as-tu... Moi, en fait, j'ai étudié en littérature en arts et lettres au Cégep de Rouyn-Noranda, mais je faisais du journalisme un peu pour le plaisir à l'école, par exemple. J'ai aussi été un petit peu avec Vanessa Chandonnet à me montrer comment ça fonctionnait quand j'étais au secondaire. Et puis, avec mes études en arts et lettres, j'ai eu l'occasion d'écrire des articles dans des journaux et j'ai décidé de continuer pendant plusieurs années avec l'Indice bohémien. Donc, moi, c'était surtout de l'expérience bénévole. Donc là, c'est ma première expérience professionnelle avec Médiaté. Bon, bien, tu vas m'aider. Tu vas m'aider. Alors, écoute, peu importe, on a toujours à apprendre. Moi, je suis animateur, avant journaliste. Alors, on va s'entraider. On a des sujets aujourd'hui. Les sujets Norascon qui remet quand même une contribution importante à la Fondation hospitalière d'Amos. Tu vas nous parler du CPE Arlequin et Colombine. Arlequin et Colombine. Oui. Ensuite, on a une entrevue avec Loisirs et Sport. On a une aide financière au refuge Pajot. On a une autre entrevue qui sera l'intégration des Autochtones dans le monde du travail. Et pour terminer, on aura comment survivre à une apocalypse de zombies. Très sérieux comme émission. Alors là-dessus, mais avant de commencer, tu vas nous parler, on a un décès important qui est survenu, je pense, la nuit du 14 au 15. Oui, c'est ça. Donc, du 14 au 15 février, le maire de Barrault, M. Yvan Roy. Yvan Roy, c'est ça, est décédé à l'Institut de cardiologie de Montréal, entouré de ses proches. Donc, entre-temps, il y a une mairesse par intérim qui s'occupe du fonctionnement de Barrault, mais donc, malheureusement, le maire est décédé. Alors, quand même, triste nouvelle et Médiaté, donc, souhaite ses condoléances à toute la famille et les amis. Alors, quand même, c'est quand même une triste nouvelle parce que c'était un homme qui était extrêmement impliqué dans la région, particulièrement à la Foire du camionneur, donc qui a été un des membres fondateurs. Alors là-dessus, on revient avec Norascon, alors quand même, qui a une somme importante. Je veux juste... ça va être gossant, je mets mes lunettes, j'enlève mes lunettes, je suis rendu à cet âge-là. Alors, Norascon, quand même, une entreprise assez connue à Amos, qui offre quand même une contribution de 100 000 $ à la Fondation hospitalière d'Amos. Quand même, la Fondation qui est persuadée que le projet qui seront financés à même cette somme de 100 000 $ vont permettre d'offrir une meilleure qualité et une humanisation des soins, sans oublier quand même l'amélioration des conditions de travail des médecins, infirmières et autres membres du personnel de réseau de santé à Mossois et dans la région. Alors, c'est quand même une grosse nouvelle, 100 000 $, écoute, c'est un don qu'une compagnie remet à une fondation. 100 000 $, c'est quand même très gros comme montant. Alors, là-dessus, on va aller, tu as fait un petit topo avec le CPE Arlequin et Colombine. Donc, le CPE Arlequin et Colombine d'Amos va agrandir une de ses installations pour pouvoir accueillir 12 nouveaux enfants, dont 5 bambins. C'était un besoin vraiment exprimé par les parents. Souvent, ils sont sur des listes d'attente, ils n'ont pas d'endroit pour amener leur bébé et ils se retrouvent qu'un des deux parents, souvent la femme, ne va pas pouvoir retourner travailler parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. D'ailleurs, face à cette problématique-là, le ministre de la Famille, M. Lacombe, a décidé d'ouvrir davantage de places dans les CPE, les garderies. Et pour ça, ça va prendre quand même 18 000 nouvelles recrues en éducation à l'enfance dans les prochaines années. Et quand même, c'est énorme. C'est énorme. Effectivement. Par contre, le ministre pas juste le ministre de la Famille, mais le gouvernement en général ont décidé d'offrir des bourses pour les personnes qui iraient étudier dans différents domaines, notamment en éducation à la petite enfance. Ah, OK.
parce qu'on sait qu'ils sont en pénurie de personnel, et puis ça, c'est dans de nombreux domaines. Effectivement. Ensuite, tu es allé faire une petite entrevue avec Loisirs et Sport. Peux-tu nous donner juste une intro de ce que ça a l'air? Oui. Donc, Daniel Asselin est venu nous parler il y a quelques jours pour parler de, grosso modo, ce qui s'est passé dans la dernière année pour Loisirs et Sport à Abitibi-Témiscamingue. On regarde l'entrevue. Bonjour, Monsieur Asselin. Bonjour. Dans le fond, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de l'impact qu'a eu la pandémie sur Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue dans la dernière année. D'accord. Sur l'organisation, il y a eu un impact effectivement de réorganisation du travail. On est une quinzaine d'employés chez Loisirs et Sport, donc c'est une grosse équipe. On couvre l'ensemble de l'intervention en loisirs et en sport, que ce soit au plein air, en bénévolat, en sport. Pour prendre l'exemple du sport ou de secondaire en spectacle, c'est des événements. Tu as des Jeux du Québec, tu as une organisation de secondaire en spectacle. Pendant 2 ans, les personnes n'ont pas eu à organiser d'événements, mais on a pris ça quand même du bon côté. Ça nous a permis quand même, d'une part, de retravailler nos modèles d'organisation. La pandémie nous a amené à être créatifs à ce niveau-là, puis à chercher des nouvelles façons d'intervenir pour quand ça va repartir, de un. Et de deux aussi, ça nous a permis aussi de travailler avec les bénévoles sur une éventuelle relance. Fait que au cours de la dernière année et demie, on avait lancé un programme d'assistance financière en lien avec le retour après une pandémie pour permettre aux organisations de s'outiller, que ce soit les bénévoles ou le matériel comme tel. C'est pas mal ce qu'on a fait. Et puis, évidemment, on a été en soutien avec les services de loisirs, avec les villes, avec les centres de services scolaires, les commissions scolaires à l'époque, les organisations de sport de loisirs, en lien aussi avec la santé publique sur ce qu'on avait le droit de faire ou jusqu'où on pouvait aller dans l'organisation. Et puis, pour qu'on ait le même niveau de communication puis d'intervention dans un aréna, dans une salle de spectacle ou dans n'importe quel site de loisirs ou de sport. Là, on a eu une annonce hier qu'on va graduellement laisser de côté les mesures sanitaires. Comment vous prenez ça, vous? Est-ce que vous avez un plan un peu qui suit cette lignée-là ou vous ne savez pas encore exactement de quelle façon vous allez revenir à la normale? On a des plans A, B, C, on a des plans toujours. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, sur la relance. Fait que, évidemment, hier, pour nous autres, c'est une excellente nouvelle. On passe d'avoir le droit de pratiquer à avoir le droit de jouer des matchs, notamment dans le sport. Dans le loisir, on a aussi d'autres permissions en termes de nombre de personnes dans une salle ou à l'extérieur. Fait que ça nous ouvre plein de possibilités. Si je reviens au sport plus particulièrement, il y a également la notion des tournois comme tels on nous annonce que possiblement au 28 février ou au mois de mars, quelque temps, on pourrait avoir on aurait une relance. Fait que à ce stade-ci, en cette journée, on n'est pas en mesure de confirmer le comment. Mais on est évidemment prêt, on est très près de la santé publique qui nous informe. Les fédérations sportives aussi nous tiennent au courant de ce qui peut se faire, mais les premiers acteurs, nous, ce sont les responsables des équipements. C'est les villes qui sont responsables, d'exemple, de l'aréna, etc., puis les écoles de leur plateau sportif. Fait que c'est avec eux autres qu'on doit travailler. On doit travailler aussi avec un facteur qui est important, c'est que des fois, la pandémie ne circule pas de la même façon d'une école à une autre. Fait que ça aussi, il faut travailler à travers ça. Fait que dans le cadre d'une compétition, si telle équipe ne peut pas participer puis telle autre peut compétitionner, ça donne des petits casse-têtes au niveau de l'organisation des horaires, par exemple. Mais savez-vous quoi? C'est pas un gros problème pour nous. On a tellement hâte que les gens puissent jouer, puissent avoir du fun. C'est l'essence même de notre mission. Fait on a très hâte de lancer les plans comme on va le pouvoir. Comme le disait le premier ministre hier, il faut apprendre à vivre avec ce virus-là. Puis, on va le faire. Donc, est-ce que vous entrevoyez un bel été, justement, pour les activités sportives? Écoutez,
l'histoire des 2 dernières années nous dit qu'habituellement, l'été, c'est peut-être un peu moins pire. On n'est pas à l'abri du fait qu'un virus peut être relancé, une 6e vague, mais on demeure très, très, très optimiste. Je donne l'exemple. Il devait y avoir une finale régionale des Jeux du Québec à l'hiver 2022. On n'aurait pas, ça serait fini, là, ça aurait été à la Sarre la fin de semaine dernière. Pour classer les gens pour Rivière-du-Loup, ben, l'équipe, les bénévoles étaient prêts à accueillir les gens. Les bénévoles travaillent depuis le mois de septembre pour organiser cette finale régionale-là. Et au mois de décembre, c'est-à-dire au début janvier, on était obligé d'annuler ou reporter cet événement-là. Même chose au niveau provincial de la finale des Jeux du Québec. Fait qu'est-ce qui nous attend pour l'été prochain? On espère que ce ne soit pas ça. Ça fait déjà 2 fois que la finale d'été de Laval est reportée. Cet événement-là qui devait avoir lieu en 2020 a été reporté en 2021. Là, va avoir lieu en 2022. Fait que, on est très optimiste que le pire est en arrière de nous au niveau de la pandémie. Fait que, on se met en branle pour organiser ces événements-là avec nos partenaires. Et là, si on passe à un autre sujet que la pandémie, à la fin janvier, vous avez octroyé des bourses à des athlètes de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, ben, c'est dans le cadre du Fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un organisme dont chapeaute notre organisation, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, qui existe depuis fort longtemps, depuis 1986, donc 35 ans d'existence. Et puis, bon an, mal an, ben, on recueille des fonds au niveau de personnes qui contribuent à 100 ou au niveau des commanditaires. Fait que cette année, on a eu la chance de s'associer avec Anico Eagle, qui est notre partenaire majeur, mais il y a également Cyril Latrienne, il y a le ministre Dufour, il y a les 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui fait en sorte qu'on peut remettre un plus gros montant qu'on remettait les autres années, là. Comme par exemple, le plus gros montant qu'on remettait à un athlète qui est sur l'équipe du Canada, c'est 2000 $. Là, c'est 2500. Fait que ça a fait en sorte que cette année, on a fait environ 18 remises au cours de l'hiver dernier. Fait que c'est des athlètes de pointe, c'est des athlètes qui sont soit sur le bord d'être classés sur l'équipe du Québec ou sont sur l'équipe du Québec et plus sur l'équipe du Canada. Fait que c'est quand même assez impressionnant de voir le talent de nos athlètes, puis c'est encore plus impressionnant de voir comment il est appuyé par notre population puis nos commerçants, nos entreprises. Super. Les bourses ont quel objectif exactement? En fait, les bourses, c'est une initiative de la région. Vous savez que quand on est sur l'équipe du Québec, par exemple, on vous paye vos dépenses sans problème, mais à partir de Montréal, par exemple. Fait que tu es sur l'équipe du Québec, tu vas compétitionner contre une autre province ou tu fais les Jeux du Canada, ben ça, c'est le premier élément. Les frais dans la région sont plus difficilement assumés. L'autre élément, c'est quand tu t'entraînes en région également, ben, tu as à te déplacer ou tu as besoin peut-être d'encadrement. En bref, un athlète qui vient en Abitibi-Témiscamingue, ça lui coûte plus cher ou ça coûte plus cher à ses parents qu'un athlète qui est sur l'équipe du Québec qui est de Montréal. Fait en résumé, c'est un peu ça qui est l'essence même là, de ce programme-là. Vous avez parlé de personnes qui étaient sur l'équipe du Québec, au Canada aussi. Est-ce qu'il y a des athlètes amateurs qui peuvent avoir des bourses? Ben, c'est tous des athlètes amateurs. Okay. Au contraire, les athlètes professionnels ne peuvent pas avoir de bourse, justement. Tu es sur l'équipe du Québec, tu es encore un amateur. Tu es sur l'équipe canadienne. Si tu vas aux Jeux olympiques, là, à part le hockey, en général, c'est au niveau des sports amateurs. Mais effectivement, quand tu es un sport professionnel ou tu es un athlète professionnel, tu n'es pas admissible à une bourse du Fonds de l'athlète. Et parlant d'argent aussi, vous avez lancé un nouveau programme de soutien financier. À quoi il va servir exactement? Il est assez éclaté si vous avez eu l'occasion de le regarder. En fait, en simple, c'est toute organisation qui fait une activité ou qui organise quelque chose ou qui travaille dans la mesure d'apporter une dimension supplémentaire à notre mission qui est de développer et faire la promotion du loisir et du sport sur notre territoire.
ils sont admissibles. Ce qui est le fun dans ce programme-là, c'est qu'il est très simple. Que ce soit vous intervenez au niveau du bénévolat, au niveau du plein air, au niveau du loisir, au niveau de l'activité physique, du sport, peu importe l'organisation pour laquelle vous intervenez, vous avez besoin d'un petit équipement, vous avez besoin d'aide pour de la formation. Vous ne vous cassez pas la tête, vous allez sur le site Internet et puis il y a une ressource, on a un conseiller ou une conseillère qui est là pour vous. Par exemple, en plein air, on a une personne qui est là, vous l'appelez. Et c'est à partir de cette première discussion-là avec le conseiller ou la conseillère qui va vous accompagner dans la démarche, qui va vous dire, oui, ça c'est un projet qui est fort intéressant, puis on va vous aider à remplir la demande. Ou sinon, non, ça ne peut pas être admissible pour diverses raisons. Par contre, si on le pensait comme ça, puis on le travaillait comme ça pourrait être admissible. Fait que tu ne t'installes pas devant ton ordinateur à remplir quelque chose puis à attendre une réponse, j'espère qu'elle est admissible. Avant de commencer à travailler, tu as l'opportunité de parler à un des conseillers, des conseillères qui t'accompagnent dans la démarche du début à la fin. Et l'appel de projet est à l'année longue, là. Donc, tu as une idée, en dedans de 6 semaines, on te donne une réponse positive ou négative, on a le temps de se revirer de bord. Puis, tu sais, c'est très facilement utilisable. Je n'attends pas 6 mois pour avoir une réponse. Jusqu'à quel montant on peut avoir avec ce soutien financier-là? Actuellement, on l'a ciblé à 5 000 par programme, par demande, mais un organisme peut faire 2 demandes par année pour un montant total de 8 000. Comme par exemple, s'il y a eu 5 000 dans sa première demande, il pourrait avoir 3 000 le maximum dans la deuxième. C'est quand même des montants intéressants. Puis, toute demande est intéressante là, et pertinente dans le sens qu'une organisation qui a besoin d'un petit matériel pour fonctionner puis qui a besoin juste de 400 $, c'est parfait. L'autre qui a besoin de plus d'argent, c'est ça, il peut aller jusqu'à 5 000, comme je le disais, pour chacune des demandes. Et est-ce que vous avez un nombre maximum de demandes possibles? Non. En fin de compte, on a un montant d'argent qu'on a identifié. Nous, on le commence comme ça parce que c'est un nouveau programme. Notre objectif, c'est vraiment qu'il y en ait pour l'année. Fait qu'évidemment, on va voir la popularité de la demande. Si jamais ça devient comme trop populaire, puis que les budgets sont plus là éventuellement, on va quand même s'adapter. On va voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va diminuer le maximum? Mais l'objectif, là, c'est chaque fois qu'il y a une demande, du début à la fin de l'année financière, on a de l'argent dans les coffres. C'est ça qui est l'objectif. En principe, c'est pas premier arrivé, premier servi. Puis malheureusement, si ton activité a lieu 10 mois plus tard, tu n'auras rien. Là. On n'est pas dans ces eaux-là. On essaie d'en avoir pour tout le monde. Mais évidemment, c'est une première année de ce nouveau programme-là qu'on a tout rentré les autres programmes qu'on avait pour en faire un seul pour que ce soit plus facile, plus convivial. On va s'adapter aussi en fonction des demandes ou des réalités. Là. Merci beaucoup, M. Asselin. Ça fait plaisir. Donc, un beau retour qui s'annonce cet été probablement pour Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. Et là-dessus, on va passer à un autre sujet qui est... attendez, je t'ai rendu où? Ah, OK. Le député de la circonscription d'Abitibi-Ouest, moi j'essaie de parler trop rapidement. Alors, Mme Suzanne Bliss a réjoui quand même une aide financière de 56 674 qui va être octroyée au Centre de Marais et des habitants, le refuge Pajot de la circonscription d'Abitibi-Ouest, afin de favoriser l'accessibilité des lieux aux personnes ayant une incapacité. Alors, quand même, pour les personnes donc, qui sont en chaise roulante ou avec des béquilles, ils vont avoir un accès plus facile au niveau du refuge Pajot. Alors, c'est quand même une excellente nouvelle dans la région. Oui, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un endroit où les gens aiment bien aller à Amos. C'est aussi, ça permet d'être dans la nature, d'avoir un meilleur contact avec les animaux et d'avoir de l'information sur les animaux sauvages et sur leur mode de vie. Donc, c'est intéressant que les personnes avec des handicaps physiques puissent s'y rendre. Exactement. Puis, parce que j'ai déjà eu l'occasion de voir justement que ça avait été un problème une fois ou deux, là, puis avec une chaise roulante, c'était pas évident. Mais puis en plus, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur de la région
quand ils viennent en Abitibi, le refuge Pajot, ils le connaissent, ils l'ont entendu parler, là, ils veulent le voir. Alors, c'est quand même super intéressant comme nouvelle. On a ensuite une autre entrevue que tu as faite, ça a l'air très intéressant, ça. C'est l'intégration des Autochtones dans le monde du travail. Oui. Donc, c'est une entrevue avec le docteur Émilie Deschaines, une professeure à l'UQAT. Et elle vient nous parler spécifiquement de sécurisation culturelle, entre autres, mais aussi de tous les facteurs qui entrent en compte lorsque on espère intégrer un Autochtone au monde du travail. On va regarder l'entrevue avec Madame Deschaines. Aujourd'hui, je voulais parler de l'éducation en contexte autochtone et surtout de l'insertion en milieu de travail. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre travail? Je suis professeure, donc c'est en grande partie, je vous dirais que ma tâche est composée de l'enseignement, mais comparativement à ce qu'on peut penser, c'est pas une grande partie de mon travail. La plus grande partie de mon travail, c'est la recherche. Donc, beaucoup en matière d'éducation, de décolonisation. Je travaille beaucoup aussi sur la valorisation des perspectives autochtones, que ce soit en enseignement, dans les programmes à l'université, décolonisation des institutions scolaires aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Est-ce que vous avez une passion pour ça ou la vie vous a amené là tout simplement? La vie m'a amené là, mais je vous dirais que c'est certain que c'est une série de choix. Puis, j'ai clairement un intérêt pour ces questions-là depuis très longtemps. Le fil conducteur a toujours été, je vous dirais probablement, l'interculturalité. Donc, comprendre les relations entre les gens, entre les peuples. Et donc, c'est ce qui m'a amené éventuellement près des Autochtones. Et au Québec, on a des belles nations auxquelles je me suis attachée, puis j'ai continué à travailler avec ces personnes-là. Et c'est quoi la différence entre un contexte de travail avec des Autochtones ou sans Autochtones? Qu'est-ce qui change? De façon générale, je vous dirais qu'il n'y a rien qui devrait changer. Okay? Mais c'est certain que quand on a à faire face dans une organisation à différentes cultures, il y a des adaptations que l'organisation doit faire, puis ensuite, il y a des adaptations individuelles. C'est comme personne, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour accepter que quelqu'un qui est différent de moi, qui est différent de la majorité de l'organisation, puisse se sentir bien dans l'organisation. Et je vous dirais que c'est ce pas-là aussi qu'on explique dans l'ouvrage qu'on présente aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce livre-là? Vous l'avez écrit en collaboration avec l'Institut national des mines. Avec l'INMQ, en effet, mais aussi avec la CDRH-PNQ, qui est la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Donc, un partenaire essentiel aussi pour bien comprendre. Vous savez, des fois, on fait de l'appropriation culturelle, on s'en rend pas compte. On a tout ce qui est pertinent culturellement devait être inséré dans ce livre-là aussi. Et pour s'en assurer, j'ai préféré travailler avec des partenaires autochtones également. Donc, c'est un livre qui offre, je vous dirais, un modèle d'insertion sociale, d'insertion professionnelle des personnes, des travailleurs autochtones dans les organisations. On dirait de façon générale, en même temps, on ciblait davantage le secteur industriel. C'est certainement un ouvrage dont la différence par rapport à ce qu'il y a sur le marché ou par rapport à ce qu'on peut lire là, des gens qui travaillent dans le milieu, la différence, c'est que ce livre-là part carrément des caractéristiques des cultures autochtones. Donc là, on cherche à savoir c'est quoi les représentations que ces personnes-là ont du travail, puis surtout l'influence, en fait, que ça va avoir sur leur insertion. C'est une façon différente, en fait, d'aborder la question. Puis, je vous dirais aussi que la grande particularité de ce livre-là, c'est qu'il est peu théorique. C'est un ouvrage qui est pratique, pragmatique. C'est quelque chose que le gestionnaire peut utiliser. On s'adressait davantage aux gestionnaires de proximité. J'ai été presque 4 ans sur le terrain à collecter des données, puis je vous dirais qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la sécurité culturelle nécessaire pour le travailleur, on devait aussi passer par le gestionnaire de proximité qui, je vous assure, a besoin de beaucoup de soutien dans ces situations-là. C'est pas toujours facile. Donc, voilà, un outil pratique aussi. Nos objectifs dans cet ouvrage-là étaient certainement d'outiller ces gestionnaires, mais aussi, je voudrais fournir des pistes claires d'action, des choses qu'on peut faire concrètement dans notre organisation pour amener, justement, on parlait des autres travailleurs tout à l'heure, mais pour amener l'équipe à mieux comprendre le travailleur autochtone, dans ses besoins, dans ses attentes. Puis quand je parle de besoins de sécurité culturelle, comme je le disais. Donc, des résultats de recherche, en fait, qui sont vulgarisés, qui sont accessibles pour tous. Et vous nous parlez de sécurisation culturelle. Pouvez-vous nous dire exactement ce que c'est?
Oh oui, certainement. La sécurisation culturelle, ben, en fait, il y a plusieurs façons de le voir. Ça part du milieu de la santé plus particulièrement, c'est de s'assurer que la personne est bien dans toutes les sphères de sa vie. Le travailleur autochtone qui arrive, c'est un travailleur qui va avoir un projet de vie qui va concerner à peu près toute sa famille, puis c'est une famille qui est beaucoup plus étendue que notre famille nucléaire qu'on connaît traditionnellement au Québec, mais aussi c'est un projet qui est porté par la communauté. Donc on peut s'imaginer que cette personne-là, que pour cette personne-là, toutes les sphères de sa vie sont touchées et la sécurisation culturelle, c'est de s'assurer que tout ça, c'est confortable pour lui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un impact des autres sphères aussi sur son travail? À l'intérieur de l'organisation, la sécurité culturelle, c'est aussi de dire, est-ce que j'ai en place ici un espace? Puis là, quand je parle d'espace, c'est un espace physique, mais c'est aussi un espace philosophique, un espace social où mon travailleur peut se reconnaître et trouver une place. C'est pour ça que je parle d'espace, en fait. Donc, est-ce qu'on a des repères culturels dans l'organisation? Est-ce qu'on connaît un peu mieux la personne qu'il y a derrière le travailleur? Est-ce qu'on cherche à intégrer, à insérer sa culture aussi dans les mœurs de l'organisation? Donc, la sécurisation culturelle, ça passe aussi par la pertinence culturelle des interventions, parce que vous savez, dans la formation qu'on va faire avec la personne, dans l'accompagnement, dans tout ce qui est planification, c'est d'ailleurs les quatre dimensions du modèle que je vous propose, mais c'est dans toutes ces sphères-là, dans toutes ces dimensions-là, on va devoir en fait s'assurer que la personne elle est bien. Puis on va appeler ça une sécurisation culturelle parce que c'est à travers les éléments de sa culture qu'on va retrouver davantage l'identité de la personne, son appartenance aussi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il va pouvoir appartenir à la communauté de l'organisation aussi. Donc, recréer un peu ses valeurs à lui. OK, donc si je comprends bien, la sécurisation culturelle, on apporte ça vraiment en intégrant des éléments de la culture pour que la personne se sente bien dans son milieu de travail, c'est ça? C'est tout à fait ça. Puis je vous dirais que face à ça, on a aussi les compétences interculturelles. Donc, si on ajoute un petit peu les personnes qui sont autour de notre travail autochtone, parce que tout le monde doit être responsable, tout le monde doit être concerné par l'insertion de cette personne-là. Je dirais que le développement de compétences culturelles, de compétences interculturelles va devenir super important aussi pour la sécurité culturelle. Ici, on parle par exemple de l'humilité culturelle. Donc, l'humilité, c'est de rester humble face à sa culture et de ne pas penser qu'elle est supérieure, unique, par exemple, ou dominante, comme on entend souvent. Là, on dirait plutôt une culture de la majorité. On parle de sensibilité culturelle. On parle aussi d'être capable, en fait, de s'intéresser à l'autre et de comprendre ses valeurs. Donc, la compétence interculturelle, elle est là. C'est sur la relation entre les deux personnes. Ça fait partie de la sécurisation culturelle, mais ce que vous avez nommé était tout à fait juste. Puis parlant de relations, est-ce qu'il peut y avoir une certaine méfiance des Autochtones envers les Québécois ou même l'inverse qui peut rendre les relations de travail plus compliquées? Écoutez, la relation de méfiance, elle est très présente. Donc, vous touchez un point important. Puis, je vous dirais que, à la limite, je vous dirais, moi, je comprends que des Autochtones, avec l'histoire qu'ils ont vécu au Canada depuis 400 ans, moi aussi, je serais méfiante. C'est-à-dire, on a un colonisateur qui reproduit encore des comportements de colonisation. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup utilisé, on a beaucoup bafoué, on a beaucoup manipulé. Et à ce moment-là, c'est sûr que de génération à génération, ça se transmet, puis c'est certain que ces personnes-là, à un certain moment, ben, regardent l'autre en disant, bon, est-ce que c'est un endroit sécuritaire? Est-ce que je peux avancer vers lui? Est-ce que je vais me blesser? Est-ce qu'il va m'utiliser? Est-ce qu'il me comprend vraiment? Et donc, oui, il y a une méfiance. Cela dit, et là, vous l'avez mentionné aussi, puis c'est intéressant, la méfiance, elle est réciproque. Hein? Puis dans cette relation-là de confiance, il faut aussi travailler sur l'autre travailleur, le Québécois, parce que lui aussi, il est méfiant. Et s'il est méfiant, c'est qu'il n'a pas la bonne information. Ce qu'on sait des Autochtones au Québec, c'est souvent associé à, bon, ils sont dangereux, il ne faut pas y aller, c'est pas bien, puis on va faire... je veux dire, on va renforcer des stéréotypes de cette façon-là parce qu'on n'a jamais eu cette bonne information-là. On n'a jamais été éduqué à qu'est-ce que c'est finalement être autochtone. Et je vous dirais que si on a été éduqué, c'était peut-être en lien avec leur histoire passée, c'est-à-dire avant même la colonisation. Mais les Autochtones d'aujourd'hui, actuellement, qui y sont et vivent-vous, il n'y a pas grand monde qui en sait long là-dessus. Donc, oui, c'est sûr que cette histoire-là va influencer la relation de méfiance entre les deux personnes. Ça, c'est sûr. Vous disiez que
les Québécois, et j'imagine vous parlez des Occidentaux en général, ont toujours une relation de colonisateur avec les Autochtones. Pouvez-vous nous dire en quoi ce comportement-là se perpétue encore aujourd'hui? Vous savez, on a tendance à vouloir penser qu'il y a une culture qui est supérieure à celle des autres. C'est un peu ça, la colonisation, c'est où les comportements de colonisateurs qu'on va répéter, qu'on va faire sans même s'en rendre compte, hein. C'est de dire, de penser seulement avec son point de vue personnel et culturel. Ça en est un, point de vue de colonisateur. Mais l'autre chose aussi, c'est de toujours réfléchir les choses en fonction de ses besoins et de sa perspective. Donc, si par exemple je construis une école, ben, je suis persuadée que l'école, ça doit être sur 2 étages avec des bureaux en rangée, avec un professeur qui est devant, debout, puis des élèves qui sont assis devant lui. Mais en réalité, ça, si on y pense, est-ce qu'on a demandé aux Autochtones avant de construire des écoles dans leur communauté comment ils voyaient l'éducation puis comment ils voyaient l'école? Non. Donc, vous voyez, on répète encore des choses. Puis aujourd'hui, toujours, hein, même dans nos institutions, dans nos politiques publiques, on va peut-être consulter de plus en plus. Est-ce qu'on va écouter réellement puis est-ce qu'on va intégrer dans toutes les sphères de la société? Est-ce qu'on va vraiment intégrer la philosophie et les perspectives autochtones? Et je suis pas certaine, hein. Donc, c'est là où ça se répète, en fait, dans l'histoire. Comment on peut faire pour approcher les Autochtones pour avoir leur point de vue sur ces questions-là? C'est une question intéressante parce que ce que ça me dit aussi dans cette question-là, c'est que il y a une certaine résistance aussi. On ne sait pas comment faire, on a peur de mal faire, on va vers l'autre, mais comment on va faire ce pas-là, puis est-ce qu'on peut se tromper? Je l'entends souvent et moi je dirais tout simplement, je veux dire, on est entre humains, là, je veux dire, c'est pas, oui, on peut se tromper, mais si on n'essaye pas, c'est pire. Donc, allons vers eux, créons des liens. Une façon de faire, c'est de s'intéresser à la personne, tout simplement, l'approche est humaine. Donc, on s'intéresse, on pose des questions. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, au lieu d'essayer de l'interpréter, ben, c'est de demander à la personne, pourquoi tu fais ça? T'sais, comment tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu le ferais, toi, cette partie-là du travail? Donc, c'est de s'intéresser à cette personne-là, puis de vraiment voir comment elle perçoit les choses dans sa logique à elle. Puis, il n'y a pas de logique qui est bonne ou mauvaise. L'idée, c'est que c'est complémentaire, c'est de profiter de ce que l'autre nous donne pour s'améliorer, surtout en organisation, parce que les processus de travail, c'est pas dit qu'il y a seulement une façon de le faire, hein. C'est pas dit que c'est nous qui avons la bonne. Donc, c'est des employés aussi, des travailleurs qui peuvent éventuellement être une belle valeur ajoutée pour l'organisation parce qu'ils peuvent nous amener à penser différemment nos modèles actuels. Et dans ce cas-là, si on décide d'insérer professionnellement les Autochtones, de dire, OK, on veut qu'ils travaillent, on veut qu'ils soient bien, bien, quels bénéfices, eux, ils peuvent avoir à aller travailler? Mais simplement d'être bien au travail, c'est un énorme bénéfice. Puis vous savez, vous l'avez mentionné, ils sont méfiants, donc ils arrivent au travail, ils sont pas certains, ils créent moins de relations avec les collègues, ils vont se retrouver un peu plus seuls, un peu isolés, éventuellement ils vont trouver d'autres travailleurs autochtones, ils vont se mettre avec ces travailleurs-là, ils vont manger ensemble, ils vont aller faire leurs loisirs ensemble, ça va créer ça génère en fait des dynamiques d'équipe qui sont moins intéressantes, tandis qu'une personne qui est bien, qui se sent en sécurité culturellement, qui sait qu'il y a l'espace pour s'exprimer, pour penser, pour être, c'est une personne nécessairement qui va, dans une dynamique d'équipe, être déjà à son plein rendement, hein, donc on va arriver avec des équipes qui sont plus performantes, mais c'est simplement aussi de se dire wow, tu sais, mon équipe est le fun, les gens travaillent ensemble. Et voilà, donc c'est d'améliorer les relations de tout le monde. Puis finalement, ben, c'est rentable pour l'organisation. Hein, puis pas seulement sur un plan financier, économique, mais c'est rentable tout simplement. Si un Autochtone décide d'aller travailler, à quel défi il pourrait être confronté? Ah, plusieurs. Je vous dirais, il y a certainement la résistance des autres, mais vous savez, le pire pour moi, c'est le racisme et la discrimination qui est encore présente dans beaucoup de milieux. On se ferme les yeux, on n'en parle pas, on dit qu'il n'y en a pas. Vous savez, on a quand même, bref, je pense au racisme systémique, là, mais il est clairement encore là, et dans ces institutions-là aussi. Donc, qu'est-ce que ça va créer chez lui? Ça va créer une incertitude. Donc, ça va l'empêcher de prendre des initiatives, ça va l'empêcher d'être leader, ça va l'empêcher de performer au travail. Et c'est sûr que ça va avoir un impact négatif. Mais le pire de ces situations-là, je pense, c'est que la personne autochtone,
elle sait le regard que l'autre porte sur elle. C'est de se dire, imaginez un milieu où vous êtes à peu près isolé et seul, puis que vous savez qu'il y a 20 personnes qui sont là, puis qui vous observent, puis que quand vous faites quelque chose, ils vous jugent, mais ils savent pas qui vous êtes, puis ils connaissent pas vos valeurs. Donc, la personne ressent ce regard-là de l'autre qui juge et qui est probablement empreint de beaucoup de stéréotypes. Et ça, c'est un des grands défis qu'ils vivent. C'est d'essayer de passer par-dessus ça pour réussir à bien travailler puis à se sentir compétent dans ce qu'on fait. Je dirais aussi dans un sentiment de compétence qui est personnel, qui n'est pas seulement professionnel. Parce qu'on parle de compétences transversales. Donc, beaucoup. Mais c'est sûr que si on parle de défis au niveau plus personnel, pour rentrer dans des sites de travail comme ceux-là, souvent, la personne doit sortir de sa communauté. C'est des communautés qui sont tissées très serrées, c'est des familles qui sont élargies avec un réseau social, une pensée communautaire qui est très, très forte. Et donc, quand il sort de son milieu, il se retrouve isolé. Donc là, il va se retrouver isolé dans une nouvelle ville, possiblement. Il va se trouver isolé parce qu'il va devoir parler une autre langue que la sienne, que sa langue maternelle. Il va être loin de sa famille. Il faut qu'il se réintègre dans une communauté, bon, j'imagine en Abitibi parce que c'est là où on est, mais j'imagine la personne autochtone qui arrive à Val-d'Or, puis à cause, on parlait du racisme et de la discrimination, mais à Val-d'Or, un autochtone qui cherche un logement, c'est pas très facile, hein? Les propriétaires veulent pas louer, il y a beaucoup de préjugés. Donc, vous voyez, il y a différents défis, en fait, qui sont même antérieurs à l'arrivée au travail. Donc, quand il arrive au travail puis qu'il y a déjà ce background-là de défis derrière lui, c'est encore plus difficile, c'est certain. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui ont des préjugés sur les Autochtones, les personnes qui louent des logements ou bien des employeurs, par exemple? C'est une excellente question. Je pense que je leur demanderais qu'est-ce qu'ils connaissent des Autochtones? Est-ce qu'ils en connaissent? Est-ce qu'ils ont déjà rencontré des personnes autochtones? Est-ce qu'ils sont déjà allés visiter des communautés? En fait, je questionnerais la personne, puis à partir des réponses qu'elle ferait, possiblement que je réussirais à lui faire prendre conscience qu'il connaît pas beaucoup les Autochtones, puis que ses préjugés sont basés sur rien, sont basés sur du vent, et c'est là peut-être que la personne pourrait réaliser ça. On parlait de compétences interculturelles tout à l'heure, mais cette conscience-là culturelle de l'autre, puis la conscience culturelle de sa propre culture, de dire « Ah ben, moi j'ai des biais culturels, je suis biaisé culturellement ». Cette conscience-là est un pas dans la sécurisation culturelle également. Donc, d'amener la personne à conscientiser tout ça, je pense que ça pourrait facilement aider, là, déjà dans un premier pas. Mais il faut qu'ils se rencontrent. Les personnes, elles doivent se parler, elles doivent se rencontrer. C'est pas si évident, là. Est-ce que ces barrières-là peuvent avoir une influence sur le taux de diplomation des Autochtones? Ah ben là, si vous arrivez dans la formation avant l'emploi, je vous dirais que ces barrières-là ont une énorme incidence sur le taux le taux de la scolarité de façon générale, excusez-moi, ou le taux, comme vous avez dit, de réussite scolaire. Mais il y a quelque chose aussi qui est à travers la formation, ce qui est le plus difficile, c'est les transitions. La transition entre la communauté et l'école, la transition entre l'école et le milieu de travail. Et c'est sur ces transitions-là qu'il faut travailler le plus avec ces personnes autochtones. Les mêmes défis sont là, les mêmes défis de racisme, de discrimination, les mêmes préjugés. On a aussi des défis au niveau de l'apprentissage, par exemple. Le modèle qu'on a dans nos centres de formation actuellement, c'est un modèle québécois, on peut l'appeler canadien ou eurocentré, peu importe, mais c'est un modèle qui a pas beaucoup et qui prend pas beaucoup en compte les caractéristiques de l'apprentissage chez les Autochtones. Donc, il faut encore qu'ils s'adaptent à un nouveau modèle. Et c'est ça aussi qui est difficile. Donc, il part d'un milieu qui fonctionne d'une certaine façon, de façon naturelle, innée, c'est sa famille, sa communauté. Il doit se déraciner, s'isoler, arriver dans un endroit où il connaît personne et où il y a peu d'aide, peu de soutien, adapter à un modèle de formation qui ne lui ressemble pas et qui est probablement pas dans sa langue maternelle aussi. Et ensuite, on va l'amener à puis une formation, ça dure 2 ans, ça dure 3 ans pour la majorité. Donc, il va avoir eu le temps de s'adapter un petit peu. Et là, on va le ressortir de là et on va l'amener dans une nouvelle organisation qui va être plus grande, où il va avoir une organisation souvent beaucoup plus compliquée, une hiérarchie compliquée, je pense simplement au nouveau métier qu'il doit exercer, qui n'existe peut-être pas dans sa communauté. Ensuite, je pense il y a quand même plusieurs défis là, qui sont là.
En fait, je pense au milieu syndical. C'est pas quelque chose qui existe là, naturellement dans les communautés. Il y en a très, très peu. De plus en plus, mais très peu. Puis, ouais, au niveau scolaire, c'est sûr que quand tu apprends un métier, puis là, on est en formation, si on est en formation technique, pratique, professionnelle, on va apprendre un métier dont on ne sait pas beaucoup, hein. Il n'y a pas tant de métiers que ça au sein des communautés. Donc, ça peut être des choses qui sont toutes nouvelles. Vous savez qu'on apprend, on greffe, on attache des choses ensemble par rapport à des connaissances qu'on a accumulées antérieurement. Et donc, si on n'a pas ces connaissances-là antérieurement, c'est difficile d'attacher des nouvelles connaissances sur, finalement, quelque chose qui n'existe pas. Si moi, j'arrive d'une communauté où j'ai jamais eu de vélo, où j'ai jamais arrangé la chaîne d'un vélo, où j'ai pas fait de mécanique avec mon père dans le garage pendant 5 ans, là. Donc, j'arrive dans un milieu de formation, puis ce qui est devant moi, je ne le connais pas nécessairement. Vous savez, dans ce secteur-là industriel dont on parle, les machines sont grandes, les machines sont impressionnantes, puis les machines n'existent pas nécessairement, les outils, les machines n'existent pas nécessairement dans les communautés. Je me rappelle, j'avais visité un centre de formation il y a quelques années, et l'enseignant qui était là me disait, j'essayais de leur expliquer c'était quoi un convoyeur, parce qu'ils étaient en train d'apprendre la mécanique d'appareillage, et c'était difficile parce qu'ils ne savaient pas à quoi faire référence pour expliquer qu'est-ce que c'était un convoyeur. Vous voyez? Mm-hmm. Vous parlez beaucoup d'isolement. Lorsque vous parlez aussi des communautés autochtones, vous pensez que ça va isoler ces personnes-là ou au contraire que c'est bien qu'ils puissent se rassembler entre eux? Question intéressante aussi. La question de l'isolement, c'est beaucoup que leur esprit, leur façon d'être ensemble est différente de la nôtre. Si moi je me retrouve seule, c'est beaucoup plus facile à partir de ma culture, de ce que j'ai connu, de la façon dont on est éduqué, de l'individualisme aussi qui imprègne nos sociétés occidentales. Pour l'Autochtone, le groupe qui est autour de lui, c'est fondamental, c'est communautaire, c'est une question de survie. Vous savez, si on y va historiquement, c'est réellement une question de survie, l'autre. Tandis qu'aujourd'hui, moi, je l'associe beaucoup à la survie sociale. Donc, j'ai l'impression que ce réseau-là qui se crée, ce capital social-là qui se crée autour de la personne, va le supporter, va le soutenir, en fait, pendant toutes ces transitions-là et ces défis-là dont on parle depuis tout à l'heure. Maintenant, dans une organisation, est-ce que c'est bien ou pas qu'ils se rassemblent et qu'ils soient ensemble? Si ça devient pas une auto-marginalisation, c'est-à-dire si on devient pas un sous-groupe à l'intérieur d'une équipe et que ça nous empêche d'entretenir des relations avec nos autres collègues, je pense pas que ce soit bien. Cela dit, quand on intègre une personne, quand on insère une personne dans une équipe, une personne autochtone, moi je propose souvent qu'elle soit insérée dans une équipe où il y a déjà des personnes autochtones. Donc ça l'aide en fait. Ça va faire, OK, ben c'est un modèle, il est passé par là, il a réussi, ça fait 3 ans qu'il est là, il travaille bien, il est en relation avec les autres, ça veut dire que moi aussi, je suis capable. Vous voyez, c'est comme une question de bon sens, c'est-à-dire à quelle intensité je me regroupe avec les miens, puis à quelle intensité je m'auto-marginalise et à quelle intensité je m'insère moi aussi dans l'équipe. Parce que le travailleur autochtone a nécessairement un rôle à jouer important aussi, dans son insertion, je veux dire. Et en terminant, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui veut s'insérer comme ça, un autochtone qui veut travailler, mais il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas comment créer des relations avec les autres? Bien, déjà, il y a beaucoup d'aide autour. C'est juste de voir cette aide-là. Il y a des organismes autochtones qui aident aussi, les conseils de bande, sa communauté. Je dirais aussi d'aller voir, d'aller visiter des gens qui connaissent, qui ont fait des pas comme ceux-là, qui ont fait des sauts entre la communauté, la formation, l'insertion en emploi. Rendu en emploi, il faut qu'il exprime ses besoins aussi. C'est-à-dire, oui, ses besoins sont différents, mais si l'employeur, si l'organisation ne connaît pas ces besoins-là, ben comment peut-elle les satisfaire? Donc, la personne autochtone qui a des besoins peut-être différents, pas toujours, peut-être, doit aller vers son employeur aussi puis lui exprimer ça, lui dire comment il se sent. Je comprends que c'est pas toujours facile, mais il faut trouver une personne à l'intérieur en qui on fait confiance. Il faut risquer, il faut faire ce pas-là d'avoir confiance en quelqu'un. Puis en organisation, on va trouver, c'est possible. Puis on parlait d'organismes autochtones, il y a des organismes aussi qui vont soutenir les personnes dans leur insertion, dans leur formation, qui vont les suivre aussi, donc sur une assez grande période.
période de temps. Je vous dirais que l'employeur peut aussi jouer un rôle vraiment fondamental dans l'insertion. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il peut mettre en place. Là, quand je vous disais qu'on parlait des dimensions de planification, d'accompagnement, de sécurisation culturelle et de formation, c'est certainement le rôle de l'employeur de le faire. Donc, à ce moment-là, on peut aussi aider ce travailleur-là en lui ciblant nous-mêmes une personne, par exemple, un mentor ou une personne autochtone d'expérience qui va lui dire comment fonctionner, une personne qui va toujours avoir un point de contact avec lui pour le suivre, pour répondre à ces questions. Bien, merci beaucoup, Dr. Deschaines. Je suis contente que vous ayez accepté l'entrevue aujourd'hui. Bien, ça me fait très plaisir d'avoir été là. C'est gentil d'avoir invité. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Donc, c'était Émilie Deschaines pour nous parler de l'intégration des Autochtones dans le monde du travail. Comme on peut le voir, Christian, ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer que les premiers peuples, les Premières Nations se reconnaissent dans le milieu où ils vont se trouver et ça passe notamment par une bonne relation avec les collègues de travail. Tout à fait, tout à fait. Parce que veut pas, comment je dirais ça, on s'entend que il manque du personnel et tout ça. Et écoute, les Autochtones ils font partie intégrante de notre communauté. Fait que je pense qu'on est ex aequo, comme on dit. Fait qu'on fait partie de la même communauté. Et pourtant, ils sont sous-représentés dans le monde du travail, mais aussi dans les formations. Et le taux de diplomation est très bas, notamment parce que le système scolaire ne ressemble pas vraiment à leur façon de vivre dans leur communauté. Et là, c'est beaucoup de transition, d'adaptation. Ils doivent quitter leur communauté pour aller aux études. Ils doivent apprendre à s'habituer à l'école. Une fois que ça c'est fait, après 2-3 ans, ils repartent encore. Ils doivent se refaire des liens avec des collègues de travail qui, des fois, ont des préjugés sur eux aussi. Donc, comme le mentionnait Mme Deschaines, il y a une méfiance mutuelle entre les Autochtones et les Québécois due à notre histoire des 400 dernières années. Et avec les pensionnats autochtones, ça n'a pas aidé non plus. Là. Non. Donc, on espère que les Premières Nations vont être davantage intégrées au monde du travail et le livre de Mme Deschaines va peut-être y contribuer. Bien, on l'espère. Ensuite, on a divers sujets. Je vous parle, justement, en parlant d'Autochtones, il y a le 26 février, il y a un racketon qui va se faire. C'est organisé par le Centre d'amitié autochtone de Sainte-Terre, départ du chalet Chabogamac vers la rive ouest de la baie Adolphus, monter donc la montagne et retour vers le chalet. Alors, pour plus d'informations, vous contactez Rebecca Moore au 819-737-2324. Un racketon. Quand même. Les sports d'hiver, en embrun. C'est quoi exactement un racketon? Bien, c'est les gens, avec des raquettes dans les pieds, bien, ils font un grand trajet. Oui, dans le fond, c'est pour ramasser des sous? Oui, mais là, ils disent pas exactement pourquoi, mais c'est pour quand même aider à financer au niveau, bien sûr, du Centre autochtone de Sainte-Terre, les centres autochtones, et aussi parce que à Sainte-Terre, on a un centre, on a également un gros emplacement qui est en train de se construire, qui est en train de se planifier. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup là. J'ai pas plus d'informations, mais je devrais en avoir sous peu de l'information sur ce qui se prépare au niveau du Centre autochtone de Sainte-Terre. Très bien. Et si on revient à Amos, Mag et compagnie va fermer le 19 février au centre-ville d'Amos. Il était dans le centre d'achat, c'est ça? Okay. C'est ça, le restaurant, là, pas loin du Miapasta. Ah, OK. Donc, il va fermer, mais ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir parce que le restaurant va être repris par d'autres gestionnaires éventuellement sous un nouveau nom. Donc, les gens vont pouvoir continuer de profiter des bons repas de ce casse-croûte. Bon, oui, quand même. Ils ne disent pas si c'est la pandémie qui a joué. Oui, c'est la pandémie qui les a poussés à fermer après 6 ans à offrir de loyaux services. Malheureusement, ils ont décidé de relever de nouveaux projets. OK. Parce que souvent, là, je sais que ça a été dur. Je pense que c'est 6 % des restaurants, je pense, qui sont fermés au Québec à cause de la pandémie, qui sont fermés définitivement.
Alors, ça fait du mal. Au centre-ville d'Amos, oui, il y a eu beaucoup. Plusieurs. D'autant plus que dans l'année qui précédait, il y a eu la réflexion de la rue principale, de la première avenue. Mais oui. Donc ça aussi, ça a eu un gros impact sur les commerces. Et je connais personnellement des entrepreneurs qui ont dû fermer boutique à cause de tous ces événements-là qui sont arrivés en même temps. Alors oui, on a une information justement avec Boralex également qui sera vendu à Résolu. Résolu, c'est une compagnie immense, surtout au Moulin-à-Scie, une scierie, et qui justement à Sainte-Terre est située exactement à côté de Boralex. Et Boralex, c'est une compagnie énergétique qui se sert des biomasses, donc des résidus forestiers. Donc, c'est un complément. Les employés vont être transférés à Résolu. Les employés de Boralex vont être transférés à Résolu. Donc, l'usine ne ferme pas, tant mieux, parce que Sainte-Terre, on y a assez goûté. Oui, et d'ailleurs, je crois que l'usine d'Amos de Résolu avait fermé il y a quelques temps. Hein? Et là, il se parlait de peut-être la réouvrir, c'est pas certain. Oui, c'est un autre dossier, ça, qui est assez touché. Ensuite, tu avais un dernier sujet? Oui, donc le dragon des neiges est de retour dans les forêts abitibiennes. Donc, c'est un animal sauvage qui est très rare, mais qui peut être observé dans la forêt. Du moins, c'est ce que disent Bruno Turcotte et Véronique Filion, qui sont les auteurs et metteurs en scène de la pièce Le Dragon des Neiges, une pièce qui se passe vraiment en extérieur et qui permet aux enfants de découvrir les plaisirs de l'exercice extérieur tout en faisant des activités. Et c'est une pièce interactive, Christian. OK. Un peu comme ce qui se faisait avec la pièce... Amos vous raconte son histoire et Val d'Or vous raconte son histoire aussi. Oui, c'est ça. Effectivement. Mais la différence, c'est que c'est vraiment dédié à des enfants. Évidemment, le parcours est un peu plus court, mais de la même façon, on se promène dans les boisés ou dans les parcs selon l'endroit, parce qu'ils vont se promener un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Et il va y avoir une certaine Lucie qui va accueillir les enfants. Elle reçoit un appel de son grand-père, qui est un célèbre dragonologue, et qui lui dit de retrouver un dragon qui se serait perdu durant une tempête et qui serait en danger. Donc là, les enfants partent avec Lucie, essaient de retrouver le dragon. Et ce faisant, ils vont rencontrer beaucoup de créatures magiques dans la forêt et ils vont devoir résoudre différentes enquêtes. Ça promet de bouger. Puis ils vont faire ça à l'extérieur? Oui, c'est l'objectif principal de cette pièce-là, c'est vraiment d'être à l'extérieur. À la base, c'était un partenariat avec la maison de la famille d'Amos. Et c'était vraiment pour permettre aux enfants d'apprendre à avoir du plaisir, à bouger en extérieur. Et comme ça a été ultra populaire, ils ont décidé d'améliorer la pièce et de l'offrir un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, c'est gratuit. C'est généralement les municipalités qui vont fournir les sous pour la pièce. OK. Donc, je trouve ça agréable que, justement, le décor soit vrai, soit naturel. Ça, c'est quelque chose de très original. Je sais qu'Amos vous raconte et Val d'Or vous raconte. Je trouvais ça très original. Je les ai déjà suivis une journée au complète. Et c'est quelque chose. Eux autres, ils faisaient, je pense, c'est 30 degrés Celsius avec le costume. Puis, écoute, j'avais chaud pour eux autres. Et là, ça se passe en hiver. Oui, effectivement. Il y a moins de comédiens, ceci étant dit. Amos vous raconte et Val d'Or vous raconte, si je ne me trompe pas, c'est environ 30 comédiens pour chacune des pièces. Là. Tandis que Le Dragon des Neiges, c'est 10 à 15 comédiens maximum. Là, je ne connais pas le nombre exact. Mais ça reste que c'est une pièce interactive. C'est juste pas le même public. Ah, super intéressant. Super intéressant. On va regarder pour aller voir ça sortir. Même si c'est pour enfants. On est toujours des enfants. Là-dessus, dans mon dernier sujet, c'est bien spécial. C'est bien spécial. C'est comment survivre à une épidémie nationale. Attends, je vais juste mettre mes lunettes pour dire comme il faut. Un apocalypse de zombies. Eh bien, oui. Oui. Puis là, regarde bien. OK? Ça a l'air anodin comme ça. OK? Ah, là, je viens de me mêler dans mes affaires. Ça a l'air anodin comme ça. Juste pour être sûr. C'est comment je dirais ça? C'est un programme qui existe vraiment. OK. Là,
c'est pas une affaire hurluberlue. Ça existe vraiment. C'est émis par le CDC aux États-Unis d'Amérique depuis 2011. En 2011, on sait qu'il y avait la série The Walking Dead qui sortait. Ça avait fait quand même un énorme. Mais on a eu, bien sûr, les suites des films de zombies de George R. Romero. On a World War Z. On a un paquet de films dont récemment, Netflix nous sortait Leçon de survie. Alors, si c'est un film de zombies, là, je te conseille d'aller le voir. J'adore une série. J'ai adoré. Ensuite, alors, là, on se dit, ben voyons, c'est une blague. Non, non, ils ont vraiment un plan préétabli pour une invasion de zombies. Alors, je vois juste... ça a été... Ben, mais ils l'ont fait, c'est comme... Ils l'ont fait en bande dessinée. Oui. Alors, ils ont fait ça comme en bande dessinée pour que le monde comprenne bien, tu sais. Et c'est quand même pris au second degré. La bande dessinée n'en est pas moins quand même un guide sérieux sur les moyens de survivre à une pandémie dont les conseils suivants sont à retenir jusqu'à la mort. Alors, parce qu'ils disent de fermer les portes à clé, restez chez vous, sortez pas, à moins que ce soit absolument nécessaire. Et donc, tu sais, si vous n'avez pas eu d'instructions, puis tout ça, attendez les instructions de la radio, etc., etc. Et ils disent aussi de ne pas sortir l'arbalète. Très important. Pourquoi on ne peut pas sortir une arbalète? The Walking Dead, Daryl Dixon, qui est avec l'arbalète qui tue les zombies. Alors, il dit, avant de commencer à dégénérer, de faire attention, parce que c'est quand même vos voisins, là. Oui, bien, dans la plupart des histoires de zombies, les zombies sont bel et bien morts. Mais si ça arrivait dans la vraie vie, il y aurait plus de chances que ce soit une maladie quelconque, semblable à la rage. Les personnes seraient encore vivantes. Ah, elle a volé mon punch parce que c'est exactement ce qui se passe. Actuellement, c'est pour ça qu'à un moment donné, le monde dit, il y en a qui disent, ah ouais, on ne sait jamais, mais il y en a qui disent c'est de la foutaise, mais il y en a d'autres, il y a des scientifiques qui disent, oh, attendez un petit peu. On parle d'apocalypse zombie, des films de zombies, puis tout ça. Justement, on parle d'une variation, une mutation de la rage qui est possible. Et si ce variant-là vient, on s'entend que c'est pas Micron, là. On s'entend s'il y a un variant de la rage qui arrive, donc c'est possible qu'il y ait une invasion, mais c'est pas des morts vivants, mais des vivants atteints de la rage. Alors, c'est vrai. C'est exactement ça, la clé de l'histoire, c'est de dire, « Hey, attendez, là, c'est pas... faut pas tuer tout le monde, là. » Et éventuellement, quand même, c'est une crainte qui existe vraiment. Alors, si on parle de la pandémie qu'on a à une pandémie comme ça, je pense que... Oui. Bien, les chances pour que ça arrive, on s'entend, sont très minces. Ben oui. Mais on ne s'attendait pas non plus, il y a à peine 3 ans, à ce qu'on se retrouve tous confinés chez soi, avec des consignes sanitaires, devoir porter le masque, avoir le passeport vaccinal. On n'aurait jamais cru ça si on nous l'avait dit il y a quelques années. Non, bon. Puis pourtant, on a vu des films catastrophes, des films sur des virus, sur des fins du monde, puis tout ça. Il y en a. Mais quand ça arrive pour de vrai, il y a des distinctions. Parce que dans les films, un exemple, il arrive un virus pratiquement mortel, il tue 80% de la population, ça se fait dans un mois ou deux. Et là, ça fait 2 ans que ça traîne. Donc, c'est là, nous autres, on nous met là, en attente. Ouais. Bien, avec une pandémie, c'est très difficile d'éliminer la population mondiale, en fait, parce qu'il faut que le virus soit très contagieux, qu'il soit virulent, mais pas trop, parce que s'il tue ses autres trop rapidement, il n'y a pas le temps de se propager. Exactement. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est très peu probable qu'un virus se débarrasse de l'humanité au complet, mais ça reste que c'est important de se préparer au pire. Aïe, bon, moi je pensais arriver puis m'en apprendre à petite jeune. Pas vraiment. Bravo Lydia. Alors c'est comme ça que ça va se dérouler toutes les semaines. Alors je vous remercie pour cette première émission. Alors je vous dis salut tout le monde. Lydia, donnes-tu le mot de la fin? Rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission de l'Actu Plus.